patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. En tout cas, ils ne font pas ça pour la gloire, mais pour la gloire des belles associations. Le G500 est avec nous ce soir avec Aurélie Gros, Stéphane Pollet. Comment ça va, nos amis? Bonsoir, ça va bien. J-3. J-3. Alors, on vous rappelle, il y a deux choses hyper importantes. D'abord, il y a le trophée Sud Radio à l'initiative citoyenne. C'est important puisque nous votons depuis bientôt, si je compte bien sur mes doigts, 4 semaines. C'était les médecins solidaires, les extraordinaires, l'équipage solidaire et guérir en mer. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion, donc vous pouvez continuer à voter, c'est sur notre site internet Sud Radio. Ça s'appelle le trophée Sud Radio à l'initiative citoyenne et nous allons remettre un prix à l'élu, parce que forcément il faut un élu, même si les autres ne seront pas en reste, ce week-end à Marseille. C'est ça, le jeudi soir, en présence de Cécile de Minibus, notre marraine. C'est sympa de savoir que le week-end pour Cécile démarre dès le jeudi. Ah bah moi je pars jeudi avec vous, donc je suis déjà en week-end. Je vous le dis tout de suite, pour moi c'est très important. C'est chouette. C'est l'anticipation. Et bien entendu... de travailler. Et bien entendu, c'est important, on n'oubliez pas d'aller voter, c'est très important, puisqu'on a besoin de vous. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur l'égalité handicap-humanité. Il n'y a plus de temps à perdre. Si les obligations légales en matière de non-discrimination comprennent l'interdiction de la discrimination directe ou indirecte dans l'emploi, les soins de santé, l'accès au logement, l'accès aux services et aux biens ou encore à l'accès à l'éducation, beaucoup reste à faire malgré cette nette avancée sur les 2 dernières décennies. Le professeur Brigitte Linde sera avec nous pour en parler. République, école et numérique, le parcours de l'élève citoyen. Faut-il reconsidérer le parcours éducatif des jeunes, revoir les méthodes d'apprentissage et intégrer la question du numérique dans la formation, l'insertion professionnelle, mais aussi l'engagement citoyen? Cyril Di Palma de Génération Numérique sera avec nous pour nous en parler. Et puis les démocraties, justice et représentativité. Peut-on réformer sans les citoyens? Comment le gouvernement prend-il compte des aspirations profondes du peuple dans la préparation de sa réforme des institutions? Assises, conventions citoyennes, Grenelle, Ségur, grand débat, commission transpartisane. Les réformes sur les fondamentaux de l'organisation des pouvoirs consultent mais ne concernent pas. C'est Dorian Dreuil qui sera avec nous, coprésident de À Voter. Il sera avec nous ce soir. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Stéphane Pollet et Aurélie Gros, on va revenir sur ces trophées Sud Radio et le déroulement de ce sommet, puisqu'on l'a dit, ça commence à partir de jeudi. Et qu'est-ce qu'on va y trouver, Stéphane? Alors jeudi, on ouvre avec une conférence internationale qui s'appelle Autocratie versus démocratie. Ouais. Parce que vous le savez, dans le monde, on aimerait bien que la démocratie progresse, et pour l'instant, il faut bien le dire, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Les régimes autocratiques sont en train de prendre le dessus. Et donc, pour vous, Cécile, pour vous, Philippe, et pour tous les invités donc, de ce sommet citoyen, des gens ont fait des milliers de kilomètres. Robin Lee vient de Taïwan, bien sûr des femmes iraniennes, des femmes ukrainiennes. Le Mali, la Tunisie, voilà. La Birmanie, l'Ukraine, le Burkina Faso et le Maroc. Voilà, c'est très bien fait. Je ne sais pas qui l'a fait, mais les notes sont Ils sont très tous bien. là. Non, mais on est très très fiers de cette ouverture. Ce qu'on veut dire quand même, c'est que dans le monde, il y a des gens qui se battent au péril de leur vie pour la démocratie. Donc c'est un bien précieux à préserver. Et puis aussi, il faut relativiser quelquefois ce qui peut se passer dans l'Europe. Mais dans l'Europe aussi, il y a des moments où les droits reculent. Donc ça sera l'objet de cette très très belle table ronde qui ouvrira le sommet. Et puis après, on va enchaîner comme ça énormément de beaux sujets autour de l'école, du numérique et de la citoyenneté. Ça, ce sera vendredi pour ceux qui notent dans leurs petits agendas. Voilà, mais je pense qu'ils ne vont pas réussir à tout noter tellement il y a de très très belles tables rondes. Mais on sera en effet en train de discuter, donc comme je l'ai dit, autour des questions de handicap ensuite. On discutera autour des institutions et de la réforme des institutions
manifestation le vendredi matin, puis l'après-midi, ça sera la grande concertation. Ça, c'est un exercice très très particulier puisqu'il dure plus longtemps et tous ceux qui ont des propositions, des idées dans le monde médical, le monde de la santé seront là. La grande concertation avec le collectif Santé en danger autour des questions de santé. On annonce même la présence d'une ministre, on ne dit pas plus parce qu'on ne va pas susciter les foules à Marseille, mais en tous les cas, il y aura du beau monde pour parler de tout ça. Et puis, je crois que vers 17h, le public, parce que du public s'est même inscrit pour venir écouter les vraies voix citoyennes, figurez-vous. Très bien, très bien. Ils ont beaucoup de goût. À 19h, et je crois que vous aurez des jolis plateaux. Et tu n'as pas dit que nous avons 3 ambassadeurs quand même de ce G500, c'est important. J'allais lui poser la question. Oui. Il y a une présidente, c'est quand même à elle d'annoncer ses ambassadeurs. Stéphanie Fugain, qui est présidente de l'association Laurette Fugain, qu'on connaît bien, qui est déjà passée et qui a un engagement associatif très fort et qu'on salue d'ailleurs ce soir. Madechène, qui est un artiste, peintre, poète, membre fondateur du groupe, je ne sais pas si vous vous souvenez, Les Étoiles en Chine, donc qui s'est battu contre le régime et qui est donc réfugié en France. Et Charles Berling, comédien, réalisateur, scénariste, que l'on connaît tous et qui s'engage aussi sur toutes ces questions de citoyenneté et qui a une pièce en ce moment à Montpellier. Voilà, on avait fait une promesse à Charles Berling. Il joue Blum, Léon Blum. Donc c'est amusant parce que une des salles dans lesquelles nous nous retrouvons à Marseille s'appelle le Bloom. Voilà, et on se retrouve au Art Place Canebière, c'est ça, à Marseille. 125 Canebière. Voilà, en tout cas, vous pouvez... Il commence à prendre l'accent, il se prépare. Vous savez que la bonne prononciation, c'est pas Canebière, parce qu'on croit que les Marseillais prennent... C'est Canebière. Canebière, d'accord, ok, très bien. Mais je le saurai pour la prochaine fois. Pour assister à ces débats, Stéphane et Aurélie, est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? On s'inscrit sur www.sommetcitoyen.fr. Il faut faire vite parce que, pour être honnête, il y a plus de 1000 inscrits maintenant dans toutes les tables rondes, donc on est déjà bien complet, mais ça fait toujours plaisir s'il y a encore un certain nombre de personnes qui nous rejoignent. Et puis en effet, il y a un très très beau programme, vous le retrouvez directement sur ce site internet, je rappelle, www.sommetcitoyen.fr. Et juste un petit rappel justement sur les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne, Stéphane Pellet, Guérir en mer, hein, si vous pouviez nous résumer peut-être cette belle association de soignants qui finalement prennent soin des autres. Exactement, donc Guérir en mer, c'est un magnifique concept. Ce sont donc des soignants eux-mêmes, et notamment Marine Crest, c'est ça, qui elle-même est médecin et qui ont eu cette idée assez dingue, c'est de dire, voilà, quand à un moment il y a un collègue qui va pas du tout, qui est donc en burn-out, et ça arrive parce que les soignants sont tellement au service des autres, et c'est pas le professeur Lanz qui me démentira, qu'ils s'en oublient eux-mêmes. Elle a lancé une très très belle idée, donc avec des bateaux, d'emmener ces soignants faire des balades en mer, prendre le large, exactement, évacuer tout ça, et progressivement se remettre. Et donc, ça a donné une association, et maintenant, elle est en train de monter une antenne du côté... Qu'elle déploie un petit peu partout. Donc, du côté de la Vendée, si vous vous souvenez. Autour du littoral. Autour du littoral, oui. Là, c'est à Marseille, c'est la Corse, c'est la Vendée, et puis aussi, c'est les îles anglo-normandes, donc, où elle promène donc, ses collègues. La deuxième association, c'est Médecins Solidaires. Aurélie Gros, oui. Les Médecins Solidaires. Alors, Médecins Solidaires, c'est un collectif de médecins qui a eu une idée géniale pour lutter contre les déserts médicaux. Ils ont décidé d'installer des centres où ils proposent à des médecins volontaires de venir pendant une semaine pour soigner dans les territoires les plus reculés, impactés, dans les tout petits villages. Donc il y a des centres qui s'installent, les médecins viennent de partout en France, ils s'installent pendant une semaine. Et ils se passent le relais. Et ils se passent le relais, ils tournent, et ça permet de soigner nos populations, parce qu'on sait que la question de la médecine, notamment la médecine générale en ville, est un vrai problème, et ça permet de lutter contre cette désertification médicale. Et les extraordinaires, Stéphane Pellet? Eh bien, c'est un collectif de restaurants assez extraordinaire, justement, c'est le cas de le dire, puisqu'on les a reçus aussi, le Reflet à Nantes, à Paris, et d'autres qui sont maintenant 35 donc en France, et qui ont créé ce qu'ils appellent les brigades extraordinaires. En fait, donc, ces restaurants emploient des personnes en situation de handicap, mental ou cognitif, et ils s'inscrivent dans une volonté donc solidaire et gastronomique à la fois. Il faut trouver du personnel, en ce moment on en manque, il y a des gens qui veulent absolument travailler, ce sont donc des personnes
qui peuvent être en situation de handicap. Et cette association, les Extraordinaires, propose à tous les restaurants du personnel, éventuellement lorsqu'il en manque. Donc voilà une très belle idée. Et la dernière, Aurélie Gros, c'est l'équipage solidaire. Eh oui, on parle souvent de la précarité étudiante qui est de pire en pire de nos jours, surtout avec l'inflation. Et cette association, ces jeunes, ces collectifs, 1300 jeunes ensemble, viennent en aide à tous ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir, acheter des produits d'hygiène. Et ils ont créé une plateforme qui s'appelle Delivered, et ça permet à ces jeunes, sans être affichés, d'appeler et d'avoir des courses livrées et de permettre de poursuivre leurs études avec un petit peu de sourire. En tout cas, l'entraide étudiante, ça existe et ils sont super. Vous pouvez donc aller sur le site de Sud Radio, les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne. On parle de Guérir en mer, Médecins solidaires, les extraordinaires, l'équipage solidaire, et on vous demande de voter. On sait que c'est pas facile, mais en tout cas, et on les retrouvera les 8 et 9, 10 juin à Marseille. En attendant, on fait une petite pause et on revient avec nos invités du jour. À tout de suite. Les vraies voix citoyennes, une émission qu'on aime beaucoup avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Le G500, vous savez que chaque semaine, on apporte un éclairage à des personnalités, des personnes qui s'engagent, et on pense souvent aux bénévoles qu'on ne remercie pas assez souvent. Et aujourd'hui, Brigitte Lantz est avec nous. Vous êtes professeur à l'hôpital Necker, secrétaire général de la Fondation du Rhin, conseiller de Handicaps, République et Société, et présidente de Tous pour la République. Stéphane Pellet, peut-être nous expliquer sa présence, et on vous remercie d'être là. Alors pourquoi on est heureux de recevoir ce soir Brigitte Lantz? C'est parce que d'abord, elle va co-présider avec Katia Dayan et Pierrick Courillot une des très belles tables rondes du Sommet citoyen, donc le 9 juin, de 11h à 13h environ, et puis qu'en plus on peut suivre tout ça en live, vous verrez sur la chaîne. C'est moderne. Les citoyens se modernisent. Mais c'est surtout parce qu'elle fait un travail formidable. Pour moi, en tous les cas, elle fait le lien entre... D'abord, elle explique très très bien que le handicap, c'est pas que le handicap visible, qu'il y a énormément de handicaps invisibles, c'est même la grande majorité. Et qu'ensuite, on peut avoir comme elle une vie extraordinaire, trépidante, être donc professeur PUPH, etc. Et pourtant, continuer à vouloir toujours que ça avance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une situation acquise. Vous vous êtes battu toute votre vie et ça continue. Vous avez été auprès du président Chirac, il faut le dire. Notamment, vous l'avez conseillé sur cette fameuse loi de 2005, qui pour l'instant reste la grande loi de référence. Et voilà. Et donc, vous allez mener un débat, j'espère, demain de maître, ou pour pas dire de maîtresse, pour être à la mode. C'est à vous. J'ai eu une malchance qui s'est transformée en chance. C'est que j'ai moi-même été souffrante et j'ai eu une maladie qui avait un handicap invisible, qui était une insuffisance rénale chronique. Et une deuxième chose aussi, c'est que on m'a placée dans une industrie en se disant, bon, après l'internat, vous n'êtes pas sûr d'être chef de clinique, d'avoir quelque chose, il faut que vous ayez la sécurité sociale. On m'a mise dans un laboratoire très connu, il y a un petit procès en ce moment, alors j'en parle pas trop, mais enfin je peux le dire. J'ai été virée parce que j'ai refusé de faire la publicité sur un médicament qui était mensonger, qui avait des choses mensongères. Et ça a plu à Jacques Chirac, que j'ai pu dire non à un laboratoire qui arrosait pas mal de politiques à l'époque. Et de ce fait, on m'a confié une mission. D'abord, il a parlé de moi à Édouard Balladur, puis à Simone Veil, qui m'a confié une mission sur la dialyse. Mais que faire en France? Elle ne savait pas que j'avais une insuffisance rénale, mais j'avais un regard différent. Et j'ai pensé à tous ces enfants, parce que rien n'était fait pour que les enfants puissent suivre une scolarité comme si de rien n'était. Ouais. Le handicap chez un enfant, c'est bien pire que chez un adulte, parce qu'il ne sait pas l'appréhender. Et c'est un double handicap, parce que pour les parents, c'est terrible. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu rentrer là-dedans. Et puis, avec Jacques Chirac, ce qui était merveilleux, c'est que dans ses priorités, elles ont toutes touché le handicap. Les accidents de la route,
Il en a fait une priorité. La cancérologie, c'était le cancer a été une priorité. Les maladies rares, c'était encore une autre priorité. Et le handicap, c'est merveilleux de travailler dans ces conditions. Alors justement, on vous demande dans cette table ronde de mobiliser les citoyens vers des nouvelles solutions, parce que c'est pas au nom, vous n'êtes pas là pour faire une conférence de santé, on est d'accord, à Marseille. Vous serez là pour au nom de Handicap, République et Société, des gens qui permettent aux citoyens de se mobiliser. Vous serez là aussi pour tous, pour la République, qui est une autre association qui l'a aussi dit que chacun doit avoir sa place. C'est pour ça que cette table ronde, vous avez voulu qu'elle s'appelle Handicap et Humanité, et non pas tous ces mots qui sont un peu de la sensiblerie très souvent pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on va avoir comme idée concrète, par exemple, à débattre? Parce que là, les citoyens, vous vous souvenez, ils vont parler, ils vont critiquer, ils vont analyser les solutions, et vous vous souvenez aussi qu'à la fin de la table ronde, on va même voter pour classer les résolutions. Voilà, c'est une pratique citoyenne nouvelle. Il y a un gros problème qui n'est pas résolu, c'est celui de l'école. Il y a eu des débats, on fait une école inclusive, alors on aime le mot, mais rien n'a bien changé. On a un gros retard en France. Quand vous pensez que la première rampe au ministère de la Santé pour les personnes handicapées n'a que 20 ans, alors qu'elles existaient aux États-Unis depuis 30 ou 40 ans et que tous les pays européens du Nord sont bien en avance par rapport à nous. Mais on tâtonne, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est qu'on ne sait pas gérer, on a peur c'est quoi? On a peur de quoi? Qu'est-ce qui nous fait peur? On annonce et on ne fait pas. On est victime de l'administration. D'accord. C'est toujours on ne peut pas. Ça peut être gênant. Ça peut coûter. D'accord. Oui, c'est exact. Mais Brigitte Lantz, je vais rejoindre 2 tables rondes de vendredi, vous permettez? Est-ce que quelque part, pour revenir sur la citoyenneté dont on parlera tout à l'heure, c'est pas le problème, c'est que les politiques ont délégué le pouvoir à la haute administration. Et que ça pose quand même, c'est pour ça qu'on peut pas faire. Parce que c'est pas des gens qui ont des comptes à rendre devant des électeurs. Ça, c'est exact, et j'ai vu la transformation. J'ai été conseiller de beaucoup de ministres de la Santé. Je ne sais pas si on a le droit de les citer, d'en citer un, mais je vais en citer un. On fait ce qu'on veut. Il s'appelle Xavier Bertrand. Il s'appelle Xavier Bertrand. C'est le seul ministre que j'ai eu qui faisait une réunion de cabinet. En général, le vendredi soir tard ou le lundi matin tôt. Vous voyez pourquoi. Il n'est pas très sympa. Il était beaucoup sur les plateaux, mais il voulait comprendre. Et ce ministre nous demandait à chaque fois, bon, vous êtes responsable de tel dossier, tel dossier, tel dossier, au conseiller. Vous en êtes où avec la Direction Générale de la Santé? Vous en êtes où avec la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins? Et avec la Direction de la Sécurité Sociale? Et je vais vous prendre un autre exemple. En fait, il faisait ce que les Français demandent, c'est-à-dire d'avoir du résultat et d'avoir au moins qu'on les tienne informés de ce qui se passe, c'est ça. Et je vous en prends un autre exemple qui a touché l'Alzheimer. Je me suis occupée du plan Alzheimer. J'ai vu France Alzheimer, qui est une association qui travaille là-dessus. Il y avait une question que demandait, qui n'avait pas de coût. C'était que la ligne où il y a écrit maladie d'Alzheimer ne soit pas à côté de, comment ça s'appelle, retard mental. Parce que pour les familles, c'était terrible. Donc j'appelle le directeur de la Sécurité sociale de l'époque et je lui dis, je ne dis pas son prénom parce que c'est encore en fonction, voilà, il faudrait faire ceci, est-ce que... Ah, je ne peux pas. Ça va avoir un coût et il va y avoir plus de personnes qui vont rentrer. Je lui dis, mais écoutez, c'est pas un coût, ça ne coûte rien. Il faudrait mettre 2 maladies infectieuses sur la même ligne, par exemple, une chose comme ça. Il ne voulait pas. Le soir, j'étais aussi plume de ministre, donc on termine très tard. Je vais dans le bureau de Philippe Douste-Blazy et je lui dis, j'ai un petit problème. Pour France Alzheimer, veut ça, et le directeur de la Sécurité sociale ne veut pas, et le DGS et le DGOS sont coincés. Il me dit, demain matin, on appelle le directeur de la Sécurité sociale. Le lendemain matin, il me dit, allô, Dominique, monsieur le ministre, tout de suite, je voudrais savoir, est-ce que vous avez dans vos proches une personne qui a une maladie d'Alzheimer? Oui, mon oncle. Ah, le pauvre, il est retardé mental? C'était pas ça. Vous pouvez vous dire ça, monsieur le ministre? Absolument pas. Alors oui, mais ça, on ne pourra pas faire ça à chaque fois. C'est pour ça qu'il va falloir... Non, mais c'est une volonté ministérielle. Et on va en parler à Marseille, hein, Cécile, c'est ça en fait l'idée. Et des conseillers
Les conseillers étaient autrefois sur le terrain. C'est ça. C'était pas uniquement des énarques. C'était pas que des très jeunes, c'était de tous les âges. Ah bah là, il faut refonder totalement la politique en général. Merci beaucoup. Restez avec nous, Brigitte Lintz, bien sûr. Dans un instant, on va revenir avec Cyril Di Palma, président de Génération Numérique. Vous parliez, vous disiez que vous étiez connecté, là, Stéphane Pellet. Bah là, il y en a qui est vraiment connecté, c'est lui. Moi, connecté. Oui, bien sûr. Le monde ça qui va vous faire entoure, rire du monde chez moi. On vous fait la réputation qu'on veut bien. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix citoyennes, très branchées, très branchées, avec Aurélie Gros, avec Stéphane Pellet, qui a appris à se servir d'un téléphone il y a 2 heures. Avant, il faisait des signaux de fumée. Est-ce que je peux raconter une blague en 10 secondes? Allez-y. Vous savez, il y a une fonction, on appelle quelqu'un et ça s'appelle un assistant. Oui. Et comme il s'appelle Cyril tout à l'heure, j'ai fait dis Cyril, est-ce que tu peux faire ça? Cyril, d'accord. Voilà. Vous pensez qu'il s'appelait Cyril? Cyril. D'accord, ok. Ah oui, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Vous savez quoi, on va vous faire des petits cours du soir, parce que là on va parler de Génération Numérique. C'est une association, écoutez bien Stéphane, qui est experte et spécialisée dans les problématiques liées aux usages numériques et de l'éducation des médias. Et pour en parler, Cyril Di Palma est avec nous, président de Génération Numérique. Aurélie Gros, une association qu'on a déjà reçue ici, et on vous remercie d'être là. Et on le voit, c'est primordial aujourd'hui de pouvoir avoir accès au numérique. Alors, on est ravis effectivement d'accueillir Cyril aujourd'hui, d'autant plus qu'il est partenaire du G500 et qu'il co-présidera la table ronde sur le numérique, l'école, la République, incroyable, le parcours de l'élève citoyen. Donc, je ne vais pas reprendre la blague pourrie de Monsieur Pellet, dit Cyril, parce que tous nos téléphones vont se déclencher sinon. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'actualité parle pour nous. Malheureusement. Ce qui se passe dans les écoles, je crois qu'il y a des choses à voir, il y a des choses, des comportements à changer sur la gestion et faire parler aussi nos jeunes. C'est ça tout l'enjeu de la table ronde qu'on va diriger jeudi matin et auquel j'invite tous les auditeurs à ce vendredi matin, merci, qui viennent dès jeudi matin, au moins ils seront pas en retard, qui puissent s'inscrire pour participer, parce que l'objectif réel de la table ronde, c'est ok, il y a du numérique, ok, il y a des jeunes, ok, il y a la citoyenneté, comment on réunit. On parlait de politique tout à l'heure, de cabinet, de décision, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de solutions qui sont déjà existantes et qui sont mises en place par la société civile, notamment les assos, mais pas que. Donc, laissons la parole aux citoyens pour qu'ils avancent eux-mêmes les solutions. Et nous, notre intérêt, c'est de faire un brainstorming en direct live de Marseille pour que des solutions émergent. Alors, et je vais pas divulgacher déjà quelques propositions, mais on a dans l'idée, par exemple, d'orienter aussi une question d'une partie du débat sur la représentation citoyenne, sans vouloir prendre sans vouloir couper l'arbre sous le pied de mon camarade tout à l'heure, de Dorian, mais on a eu les conventions citoyennes sur le climat, c'est éphémère, on ne sait pas ce que ça a pu trop donner non plus, mais le format est peut-être intéressant et à reproduire, mais d'une manière un peu plus permanente, pérenne. Et d'autant qu'on a des invités comme les jeunes d'Open Diplomatie, le Y7 et le Y20 qui seront présents. Exactement, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que le numérique en fait passe au second plan. Ça doit être un environnement dans lequel on évolue plus ou moins depuis plus ou moins longtemps. Quand Stéphane, ça fait il y a 2 heures, mais nous, ça fait un peu plus longtemps. Et je sens que ça va être un thème. Faut pas que ça devienne un problème. Donc oui, il y a des questions de harcèlement. Vous l'avez traité sur votre antenne il n'y a pas très longtemps, le suicide malheureux de cette petite Lindsay. Mais il faut pas que ça soit la petite porte par laquelle on va rentrer dans le sujet. C'est un drame, mais le numérique, il est un des éléments de ce drame. Il n'est pas l'unique. Je pense que c'est multifacteur. Je ne connais pas toutes les affaires non plus, mais il est multifactoriel. Et à partir de ce moment-là, laissons presque le numérique de côté et voyons comment la citoyenneté elle se met en place de nos jours, grâce ou à cause du numérique. Oui, mais ça doit rester un média. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, le problème, c'est le traitement du numérique et parfois l'absence de savoir sur le numérique, la façon dont ça se transmet, donc la vitesse à laquelle je parle des parents, je parle beaucoup d'une génération au-dessus, de se dire qu'il y a peut-être une dichotomie entre ce que font les enfants par rapport à ce que savent les parents. Ça, c'est compliqué. Alors, c'est pas il se peut, c'est qu'il y a une vraie
de garder encore un peu d'espoir. Il y a une vraie différence entre ce que les enfants et ados font et ce que perçoivent ou anticipent leurs parents. Ça, c'est indéniable. On espère pouvoir faire en sorte de monter le niveau de connaissance des adultes pour pouvoir faire en sorte qu'ils prennent en charge l'éducation de leurs enfants sur le numérique comme sur le reste. Mais est-ce qu'on peut être jeune, savoir gérer le numérique sans en avoir l'appréciation de l'impact? En fait, c'est ça aussi. Alors là, en fait, ça n'a plus rien à voir avec le numérique. Les défis de gamins ou d'ados ont toujours existé. Se mettre en danger, chercher ses limites ou chercher les limites de la société. Là, on a d'autres outils qui nous permettent de faire la même chose. Donc c'est le numérique. Enfin, un smartphone, une tablette, un ordi. Donc en fait, l'évolution de l'humain, et notamment par l'adolescence, il n'a pas foncièrement changé. Donc, c'est comment on appréhende ce nouvel outil dans le processus de construction d'un ado et de l'adulte. Il y a quelques années, un certain Jacques Chirac, dont parlait Brigitte, il y a quelques minutes, avait parlé, non, je pensais à autre chose, avait parlé de la fracture sociale. Quelles sont aujourd'hui les principales fractures numériques? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Alors là, vous me tendez une perche, parce que moi, j'ai commencé il y a 20 ans en me disant que j'allais, au sein de mon association, lutter contre la fracture numérique. Mais je ne voulais pas lutter contre la fracture numérique au niveau des équipements. Tout le monde allait avoir un moment ou un autre un équipement numérique. C'était plutôt au niveau des usages, de la compréhension du monde qui était visible à travers le numérique. Donc, l'information, on est dans un studio de radio. L'information, c'est le quotidien d'une radio notamment. Comment il est dévoyé, compliqué, travaillé, martyrisé par le numérique. Pas par le numérique, pas par vous, professionnels, qui pouvez retransmettre sur le numérique, avec Twitter ou autre, les infos que vous traitez à l'antenne, mais par monsieur ou madame tout le monde qui peuvent raconter tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Et au-delà de tout ça, il va avoir quand même toute une question sur l'orientation, le parcours de l'élève, avec toujours l'outil numérique en fond, puisque si on parle de Parcoursup, ça reste un outil numérique, comment savoir l'utiliser, et il va avoir plusieurs propositions et plusieurs intervenants autour de cette question-là. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre dans le monde dans lequel on vit, et à partir de ce moment-là, quelles décisions on prend. Aurélie, tu parles de Parcoursup. En fait, les Français veulent comprendre un peu comment l'algorithme fonctionne, mais de la même manière qu'on aimerait comprendre comment l'algorithme de YouTube, quand il nous recommande une vidéo, il fonctionne, pour éviter de tomber dans des vidéos qui n'ont pas grand-chose à voir avec la choucroute. C'est difficile de comprendre l'algorithme qui change toutes les 4 secondes. Ça, de toute manière, en plus, oui, vous avez raison, Cécile, mais au moins d'en comprendre les grands principes et qui joue sur la viralité, parce qu'il faudrait revenir sur ce point-là, parce que vous l'avez abordé, Cécile, vous aviez raison. Très intelligemment, vous pouvez dire. Oui, c'est d'une manière très pertinente, j'allais dire moi-même. C'est qu'un des problèmes ou un des avantages du numérique, c'est la viralité. Et la viralité, dans la mesure où on ne la maîtrise pas et on ne comprend pas l'algorithme ou la répercussion que son audience pourra avoir par rapport aux propos, aux publications ou aux photos qu'on va envoyer, et on se met soi-même dans des situations qui peuvent être catastrophiques et même dramatiques. Il y a une évolution majeure dans le numérique, c'est ChatGPT. Est-ce que vous... Ah bon, vous êtes optimiste. Est-ce que vous allez en parler dans cette conférence? Alors, c'est possible. C'est ChatGPT qui a tout écrit. Tu lui as demandé quelles sont les résolutions du G500 et paf. Alors, Aurélie avait rédigé des questions, ChatGPT a rédigé mes réponses, que je suis en train de vous dire. Là, voilà, mais je les ai appris par cœur. Vos questions, j'ai mes réponses, c'est comme Georges Marchais. Voilà. Alors, ChatGPT ou les intelligences artificielles d'une manière un peu plus large sont en effet des outils. Alors, on va quand même réexpliquer ce qu'est ChatGPT, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. C'est un chatbot, en fait. C'est finalement un logiciel qui vous permet en lui posant des questions, de répondre. C'est-à-dire qu'il a récupéré 1 milliard d'informations. Non. Non. Et ben voilà. Ah non, il ne se base pas sur les informations disponibles. Il a la capacité d'organiser des mots qui ont un sens en fonction de la probabilité que ça réponde à la question. Donc en fait, il ne donne pas une information, il donne des réponses textuelles, donc c'est un chat, c'est un robot conversationnel, oui, mais en assemblant des mots qui vont aller ensemble, mais pas forcément en vérifiant les infos. Ah non, j'ai pas dit qu'il vérifiait les infos, j'ai dit qu'il prenait toutes les informations. Il se nourrit de plein d'informations. Il se nourrit au même de ce qu'on lui répond. Donc on peut... Et il se nourrit... il se nourrit aussi des infos qu'on lui donne, et comme c'est public, il y a mais des elles ne sont pas vérifiées, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher des informations fausses. Donc c'est très intéressant. Alors moi, je vais vous dire,
Une nouvelle inscrite pour 8h30 le débat vendredi matin. Non, mais c'est exactement ce que je disais. Je disais qu'il allait chercher toutes les informations possibles et imaginables, fausses ou pas fausses, et il en traduisait quelque chose in fine. Je vais vous raconter une anecdote. En fin d'année dernière, on me demande d'écrire un édito concernant le numérique et l'éducation pour le dîner annuel du CRIF dans le livret du CRIF qui est distribué. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était au moment, novembre dernier, ChatGPT émergeait. Je me suis amusé à poser mes questions à ChatGPT. Il m'a apporté des réponses. J'ai regardé, je reconnais un peu plus que lui a priori, quand même. J'ai été quand même satisfait globalement des axes qu'il me donnait. Il m'a permis de ne rien oublier en 5 minutes. Ah oui. Donc je n'ai pas rédigé en fonction de lui, mais il m'a donné, sans me donner une structure ou sans me donner un plan, en 5 minutes, il m'a donné à peu près toutes les idées qu'il y aurait à aborder. Donc oui, c'est utile. Mais c'est utile de la même manière que on peut se souvenir de la recette des crêpes, mais quand on a le livre de recettes de mamie à côté, c'est pas mal. Ben là, c'est pareil. C'est un outil. Juste peut-être pour nos auditeurs qui le sachent, vendredi matin à Marseille, 8h30 à l'Artplex, on retrouve Cyril Palma, mais on retrouve aussi Isabelle Andrieux de Crée ton avenir, spécialiste de l'orientation. On retrouve notre modératrice préférée, Raphaël Duchemin, vous la connaissez. Et puis des associations qui vont présenter des solutions, l'équipage solidaire dont on a parlé, Melting Pot avec ses cours dans les lycées et les collèges pour apprendre ce que c'est que la citoyenneté de manière concrète. Stéphanie Delepoule, vous vous souvenez, Une lettre, un sourire, Guy Jourdan, les enfants de l'auto, etc. À voter, bien sûr, qui va présenter aussi un certain nombre d'idées pour la mal-inscription, de façon à ce que les jeunes puissent aller voter. Et tous ces gens-là donc seront présents, vont proposer leurs solutions, elles seront analysées par nos experts. Et puis nous aurons en visio le délégué interministériel à la jeunesse, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un gouvernement qui agisse aussi, et on va le questionner sur tout ça. Voilà, ça fait un très très beau programme. Avec les jeunes, hein, je rebondis. Avec les jeunes et les lycéens de Marseille. Et la recette des crêpes de votre grand-mère est la bienvenue. La mienne, c'était pas les meilleures. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec démocratie ouverte. On va parler justement de cette démocratie. Comment la préserver, comment l'ouvrir, comment s'en emparer. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, à partir de jeudi, vendredi et samedi, le G500 à Marseille, si vous êtes disponible. Énormément de sujets. Je rappelle les sujets avec des tables rondes, et vraiment c'est passionnant. Le premier sujet, c'est jeudi 8 avec démocratie et autocratie, très intéressant. Le vendredi, on parle de République, école numérique, le parcours de l'élève citoyen. Et on va revenir sur cette démocratie pour le dernier sujet, justice et représentativité. Peut-on réformer sans les citoyens? C'est une vraie, grande et bonne question. Et on en parle avec Dorian Dreuil, qui est avec nous, porte-parole des démocraties ouvertes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Stéphane Pellet, forcément, la démocratie au cœur aujourd'hui des sujets de plus en plus, et c'est bien de poser en tout cas ce sujet-là encore pour le G500. Oui, je crois que de toute façon le climat général nous l'annonce. Plus rien ne sera vraiment comme avant. La question démocratique actuellement, elle est au cœur de beaucoup d'autres questions. Et puis bon, je ne trancherai pas, moi. Est-ce qu'on dérive un peu vers une forme un peu autoritaire en France ou pas? Je suis pas sûr, mais en tous les cas, je sais que c'est un très beau débat. Et pourtant, en tout cas, ça se passe ailleurs. On peut le dire, ça se passe ailleurs, et il faut faire attention. Et bon, le pouvoir en place a mis en place beaucoup de choses, des conventions citoyennes, des Grenelles, des Ségur, des grands débats. Moi-même, j'étais rapporteur du Conseil national, je le dis, au moins pour les auditeurs, c'est clair, le Conseil national de la refondation. Mais est-ce que ces modes de réforme vraiment concernent les gens? Est-ce que c'est comme ça qu'ils peuvent s'emparer de ces questions? Je crois que c'est au cœur des questions que vous allez poser justement, Dorian, avec votre table ronde, co-présidée, je le crois, par Laurent Sebag de Amour de la Justice, et puis notre ami Gilles Mentré au nom d'Electis. Donc vous serez 3 pour driver tous ces gens pleins d'idées. Oui, c'est tout. En fait, la question qu'on pose, c'est peut-on réformer sans les citoyens? Et quand on regarde tous les outils qui ont été créés, qui ont été mis en place pour justement associer, concerter ou autre, on se rend compte qu'on ne comprend pas toujours et dont on a le sentiment qu'il n'y a pas de lien à la décision. Et donc, on peut se questionner sur l'intérêt d'associer les citoyennes et les citoyens à ce type de réforme, et surtout à la réforme des institutions, si elle ne produit pas d'effet derrière. Et donc,
donc le risque qu'il y aurait, c'est à force d'accumuler ce type d'outils, de créer de la défiance et de la méfiance, alors que c'est censé justement réconcilier les citoyens avec leurs institutions. Et donc toute l'idée de cette table ronde, c'est de croiser les regards à la fois d'experts, à la fois de constitutionnalistes, mais aussi d'associations de terrain et des participants qui se seront inscrits pour trouver des solutions, trouver des innovations qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de revenir dans les institutions, dans le fonctionnement de nos institutions, parce qu'on voit bien qu'il y a une rupture. Il y a une rupture de confiance. Quand on regarde l'enquête du Cevipof de février-mars 2023, ça montre des taux de défiance vis-à-vis de l'ensemble des institutions qui, dont la dernière fois ont été égalés au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc on voit bien qu'il y a un malaise démocratique et on part du principe qu'il y a un malaise autour d'un décalage entre le fonctionnement de nos institutions et les grands enjeux des citoyens. Et ces sujets, Philippe, ces sujets qui seront portés pendant le G500, ce qui est intéressant, c'est de nous expliquer quel chemin vont-ils prendre, par exemple, Aurélie, Stéphane Pellet, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Aurélie, je vous en prie. Ah, c'est gentil. Je n'en ferai rien. Quel chemin vont prendre toutes ces décisions, et je voulais le rappeler en fin d'émission, vont être votées alors, au jugement majoritaire pour toutes les tables rondes. Donc il va y avoir des votes au sein même des tables rondes. Et à la fin, pour les grandes résolutions, il va y avoir un vote général. Donc j'invite tous les auditeurs à se rendre sur le site, à s'inscrire avec leur adresse mail pour pouvoir voter le soir jusqu'au jeudi soir. Jusqu'au vendredi soir, pour que le samedi, au moment des résolutions, ce soit des résolutions qui dépassent le nombre de 1000 participants au sommet, mais que ce soit vraiment l'ensemble de nos sympathisants qui est voté. Ensuite, ces résolutions vont être portées. Nous avons déjà des rendez-vous qui sont pris à l'Assemblée nationale avec la présidente de l'Assemblée nationale dans les différents ministères. Donc après, on va aller toquer à la porte et pousser pour que ces idées citoyennes, ces idées de co-construction soient intégrées, partagées, étudiées, parce qu'on ne gouverne pas un pays contre son peuple. Dorian Droy, on se souvient qu'à l'époque, il y avait eu les fameux carnets de doléances qui avaient été faits au moment des Gilets jaunes, après les débats qui duraient jusqu'à pas d'heure un peu partout en France et en Navarre, pour aller caler les armoires dans les préfectures. Est-ce que, quelque part, ça, c'est pas l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire ? Tout à fait. En fait, c'est l'enjeu, c'est le dernier kilomètre. C'est la traduction politique d'un exercice de délibération ou de concertation. Si on regarde le grand débat national, c'est une innovation démocratique formidable. Ça mobilise dans tous les territoires. Il y a, je crois, plus de 2 millions de participations. C'est formidable parce que c'est, depuis 1789, la meilleure représentation des idées, des rêves, des peurs, des angoisses qui traversent le pays, qui traversent l'opinion. Et ça vaut 1000 sondages, ça vaut toutes les enquêtes, toutes les analyses. Mais vous devriez vous recevoir la voyance. Et là où le bas blesse, c'est que la promesse à l'époque était de tout mettre en ligne, de tout rendre accessible. Et quand on cherche les doléances, les cahiers libres, donc ce qu'il y a de plus intéressant, on se rend compte que c'est dans les archives départementales et qu'on ne peut pas y accéder ni en ligne et qu'il faut prendre des rendez-vous qui prennent 3 mois. Dorian Droy, moi je pose la question autrement, plus cash que l'a fait Philippe David. Qui ne veut pas que ça avance finalement ? Parce que ces solutions, on en parle depuis un moment. Qui ne veut pas que ça avance ? Les gens qui ont le pouvoir en place, qui ne veulent pas le lâcher ? Non, l'enjeu, je pense, la question qu'il faut se poser, c'est quand on crée ce genre d'outils, quand on crée ce genre de mécanisme, comment est-ce qu'on l'institutionnalise ? Comment est-ce qu'on institutionnalise les conventions citoyennes ? Comment est-ce qu'on institutionnalise les grandes concertations ou les grands débats publics ? Institutionnaliser, ça ne veut pas dire contraindre, mais ça veut dire mettre en place des mécanismes qui mettent de la transparence, qui mettent du processus justement dans ce genre d'outils, c'est-à-dire que la règle soit claire. Quand on dit à des gens venez participer à telle concertation ou venez donner votre avis sur tel sujet, la règle doit être claire de comment est-ce que cet avis il est transposé, comment est-ce qu'il est traduit politiquement ou pas, et quelle est la redevabilité du pouvoir politique avec des exercices délibératifs ou consultatifs. Et vous ne pensez pas que les grandes lois qui vont rythmer le pays devraient partir en concertation avant qu'elles soient rédigées ? Ce ne serait pas un système de confiance ? Parce que concerter une fois que tout est rédigé, c'est vrai que les Français ont un peu l'impression que tout ce qui
qu'ils vont proposer ne sert à rien. Tout à fait, et on voit bien ce que j'appelle le pouvoir d'amendement du citoyen. L'actualité nous montre bien que c'est ô combien important et que l'élection présidentielle ne suffit plus à elle seule à trancher les grandes orientations qui peuvent être prises dans un quinquennat. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de respiration démocratique, il y a besoin de trouver de nouvelles formes d'associer les citoyennes et les citoyens. On le voit avec la question de la réforme des retraites, on l'a vu au précédent quinquennat où moins d'un an après l'élection présidentielle, on a vu une mobilisation sociale historique. Finalement, à chaque grande réforme qui heurtera l'opinion et les signaux faibles, on aura cet enjeu de démocratie qui va revenir en fil rouge. Est-ce que cet enjeu de démocratie, c'est ce qui braque aujourd'hui forcément au vote? Donc comme le peuple ne se sent pas entendu, le peuple ne veut plus voter en fait. Est-ce qu'on peut faire ce lien-là? On peut faire une part de ce lien, en tout cas on peut analyser le fait que les gens ne vont plus forcément voter parce qu'ils n'ont plus le sentiment que ça confère du pouvoir, ou qu'il y a d'autres formes d'envie de participation, notamment celle de dire il suffit pas de voter une fois tous les 5 ans ou de se rendre aux urnes un dimanche en mai et puis advienne que pourra, faites ce que vous voulez pendant les 5 années qui arrivent, mais justement trouver d'autres formes de participation citoyenne. Et absolument. Et donc, ce sera à partir de quand, Stéphane? Ça, c'est vendredi. Ah, vous n'avez pas de micro, mais non, il est ouvert, là, c'est bon. Vendredi matin. C'est vendredi matin à 11h, et là encore, ce sera en live, chère Cécile. Ah oui, c'est ça qui est bien. Et il y a d'autres tables rondes aussi? Alors, en 1 minute, je vais vous dire qu'il y aura surtout une très grande table ronde l'après-midi dans la grande salle de 300 places, s'engager pour un nouveau système de santé et de société, mais on en a beaucoup parlé ici, donc je n'y reviens pas, mais il y aura parmi les meilleurs spécialistes, et notamment, bien sûr, nos amis du collectif Santé en danger, Arnaud Chiche, mais aussi Frédéric Bizarre, Thomas Brosset, à nouveau Raphaël Duchemin pour animer tout ça. Et Sandra Bessière du collectif national La Force Invisible des âges à domicile. Et puis, je passe rapidement, 17h-19h, c'est Sud Radio qui ouvre le débat avec 3, je crois, tables rondes qui se dérouleront, les vraies voix, donc en direct. De la Canebière à Marseille. Et puis enfin, le samedi matin, figurez-vous, on posera une question simple, mouvements associatifs et médias peuvent-ils s'unir dans le champ de la santé environnementale? Vous voyez où on veut en venir? C'est les fameux lanceurs d'alerte notamment, qui ont permis sur les registres des malformations, sur les questions du littoral, de faire remonter finalement beaucoup de sujets qu'on ne voulait pas voir. Les boues rouges du côté de Marseille par exemple. Et donc tout ça sera traité là encore avec des gens géniaux autour d'Annie Lévy et de Pierre Guille. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Effectivement, on sera en direct avec Philippe David et Christophe Madrol qui sera avec nous sur place et des associations, et on traitera justement de tous ces sujets en direct du G500. Ce sera à Marseille le vendredi 9. Alors jeudi 8 on démarre. Vous êtes là en direct le vendredi 9 de 17h à 19h. Absolument. À l'Artplex. Merci les amis. Merci les amis. Et en public, c'est génial. Et en public, c'est ça qui est dingue. Merci en tout cas. Merci à notre équipe des Vraies Voix. Dans un instant, c'est Yvan Cujus. Oui, Yvan Cujus qui reçoit Éric Jean-Jean, Olivier Cachin et Annie Lalalove. Tout de suite, on parle de votre argent. Conseil de famille Stéphane Moller. Et nous, 17h demain? À demain, 17h. Passez une belle soirée. Salut.